Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, bienvenue à Je vote pour la science. Je suis contente de vous retrouver, tout comme mon équipe Aurélie et Daniel. La nouvelle année commence et nous voulons prendre le pouls de notre santé mentale, plus particulièrement face au changement climatique et à tous les bouleversements écologiques. La perte de biodiversité, les inondations à répétition, la pollution. On veut savoir comment ça vous affecte et comment ça nous affecte. En d'autres mots, nous voulons parler d'éco-anxiété dont certaines personnes souffrent. Elles éprouvent de la tristesse, des idées noires et même une détresse chronique face à un désastre environnemental à venir. C'est une peur qui empoisonne leur vie et qui touche bon nombre de jeunes. Est-ce que l'éco-anxiété serait un nouveau problème de santé publique? En tout cas, les scientifiques d'ici et d'ailleurs s'y intéressent de plus en plus. Il y aurait même une spécialisation en psychologie, en hausse chez nos voisins américains, l'éco-psychologie. Cela reste toutefois un mal assez méconnu des professionnels de la santé. Nous n'avons pas de chiffres des personnes atteintes ou de symptômes propres. Ce mal semble toutefois gagner du terrain, même en l'absence de données scientifiques. Il y a de nombreux témoignages autour de nous, beaucoup de détresse, beaucoup d'angoisse, mais aussi du déni face aux changements environnementaux. Et vous, comment vivez-vous les alarmes au climat? Pas de stress, nous allons en parler tout de suite. Restez à l'écoute. Pour parler d'éco-anxiété, je suis en compagnie aujourd'hui de Cristina Popescu, qui est doctorante en psychologie sociale et assistante de recherche à l'UQAM. Elle a une maîtrise en sciences politiques. Madame Popescu, vous vous intéressez à l'éco-anxiété. Vous démarrez d'ailleurs une étude sur le sujet pour mieux le mesurer. Nous allons en parler. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Béatrice Allard. Elle est étudiante en droit civil à l'Université d'Ottawa. Depuis septembre dernier, vous participez au programme Jeunes leaders d'environnement jeunesse, grâce auquel vous donnez des conférences sur les changements climatiques dans les écoles secondaires québécoises. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à Je vote pour la science. Les changements climatiques sont pour l'Association psychanalytique internationale la plus grande menace de santé publique au XXIe siècle. Tandis que la température monte, nous assistons à une multiplication de personnes qui se disent éco-anxieuses. La figure la plus connue de ces angoissés pour la planète est sans doute Greta Thunberg. Donc, tout d'abord, lorsqu'on parle d'éco-anxiété, de quoi parle-t-on au juste? Peut-être Madame Popescu? Oui, en fait, on parle principalement d'une souffrance ou d'une anxiété ou même d'une peur chronique qui sont ressenties à force de vivre dans l'attente d'un désastre environnemental qui va être apporté par les changements climatiques en l'occurrence et qui est à venir. Donc, Oui, Madame Allard, pour vous, c'est quoi l'éco-anxiété? C'est vraiment un trouble anxieux qui vient de la juxtaposition, donc de le fardeau d'une génération, à quelque part de voir à quel point la science est unanime, là, de dire qu'on a une date d'échéance pour faire une transformation radicale de la société qui est juxtaposée à une inaction aberrante là, du gouvernement. Et puis donc ça entraîne vraiment comme un fardeau sur l'individu qui peut devenir vraiment, vraiment lourd à porter et donc qui crée vraiment une anxiété. Vous êtes éco-anxieuse, je crois? Ouais, je m'identifierais tout à fait comme éco-anxieuse. J'ai toujours été militante environnementale depuis que j'étais toute jeune, mais ça partait vraiment plus d'un amour de la nature, de partager comme cet amour-là. Puis ça s'est comme tellement transformé dans les dernières années, vraiment comme une espèce de rage d'action. Puis c'est difficile à porter parce que cette anxiété-là, elle vient, même si on change des choses dans notre quotidien, même si nous-mêmes on change radicalement notre façon de faire, on sait bien que c'est pas quelque chose qui va se changer seulement par des actions individuelles. Donc, quand on réalise l'ampleur collective, puis qu'il faut une action gouvernementale, puis qu'on attend et qu'il se passe rien, c'est difficile à porter. Comment ça se manifeste chez vous? Ben, pour moi, c'était vraiment comme une remise en question de mes choix de vie. Il y a un an, je commence à étudier en droit à l'université. C'est ce que j'ai toujours voulu. Je savais que c'était mon plan de vie là, de faire mon droit. Puis l'année passée, quand l'anxiété est devenue vraiment accaparante, puis comme on vous en parliez, Greta Thunberg qui avait ce discours-là qui venait vraiment, vraiment me réveiller, je remettais tout en question. Je me disais, OK, mais là, s'il nous reste 10 ans pour agir, est-ce que je veux vraiment passer 4 ans dans une bibliothèque? Est-ce que s'il me reste 15, 20 ans à vivre, je veux juste étudier? Est-ce que je devrais pas mettre tout mon temps
au service du militantisme environnemental. Donc, tu sais, on commence à vraiment aller dans une spirale là, dans notre tête de se dire est-ce que j'en fais pas assez, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi personne ne fait rien, puis ça devient, c'est comme ça que ça se manifeste. Oui, il y a des idées préconçues à combattre. On pense des fois que c'est un effet de mode chez les jeunes. Et est-ce que juste faire son épicerie quand on est préoccupé par la planète, est-ce que ça peut apporter du stress et de l'impuissance? Peut-être. Oui, absolument. Donc, c'est quelque chose qui va se manifester dans ce qui est quotidien, là. Évidemment, parce que les choix qu'on fait comme collectivité se traduisent dans tout ce qu'on fait au quotidien. Donc, à chaque fois qu'on achète, comme la phrase célèbre qui a été popularisée par Laure Varidel, « acheter, c'est voter ». Donc, à chaque fois qu'on fait un achat, puis qu'on est éco-anxieux, évidemment, on pense aux impacts de cet achat-là. Moi, je suis peut-être plus habituée d'aller dans les épiceries zéro déchet à Montréal. À Ottawa, c'est moins accessible. Donc, ce genre de consommation, ce type de vie-là. Donc, des fois, tu arrives à l'épicerie, tu dis, OK, mettons, je veux acheter des pommes. Là, j'ai le choix entre des pommes bio, mais qui viennent de très loin, puis qui sont suremballées, ou des pommes qui sont locales, mais qui sont pas bio. Puis ça peut finir par comme me prendre la tête pendant comme 20 minutes à me dire, bon, j'achète quelle sorte de pommes. Ça peut avoir l'air c'est un petit peu farfelu, mais ça se traduit tellement dans tout ce qu'on fait parce qu'on sait que tout ce qu'on fait a un impact. Ouais. Ouais, ça peut devenir très lourd. Madame Popescu, de se sentir impuissante comme ça et d'avoir justement des choix à faire qu'on n'arrive pas à faire finalement. Mais oui, justement, ça amène beaucoup d'angoisse, puis justement de ne pas avoir le choix. Où, là, il y en a. À Montréal, on est quand même choyé, comme Béatrice le disait, il y a de plus en plus d'épiceries zéro déchet. Qui sont des bonnes alternatives, mais ça n'empêche pas qu'il y a énormément de surconsommation, encore énormément de suremballage aussi dans toutes les épiceries à grande surface. Donc, ça peut être très angoissant pour des personnes d'aller magasiner dans ce genre d'endroit. Puis, c'est pas tout le monde qui a toujours nécessairement une alternative. Donc, si on en a une, ben c'est tant mieux. Puis, c'est ça aussi qui aide à peut-être vivre un peu plus en paix avec nos comportements vis-à-vis les changements climatiques. Puis, mais c'est pas facile de dire est-ce que j'achète local, est-ce que j'achète des pommes proches de chez moi, mais elles risquent d'être avec des pesticides, ou je préfère celles plus éloignées qui sont sans pesticides, mais il y a des gaz à effet de serre. À un moment donné, on tourne un petit peu en rond pour trouver les meilleurs choix, puis ça pèse sur nos épaules, c'est ça. Hein? Oui, puis je pense que c'est ce qui souligne l'importance de faire des choix de collectivité puis qu'on a besoin d'une action politique. Parce que je pense que dans les dernières années, ce qui a peut-être été aussi un facteur des collectivités, on a parlé beaucoup de OK, tout le monde doit faire sa juste part, ce qui est vrai. Très important que tout le monde fasse ce qu'il peut. Mais il y a une limite à ça parce que quand on se fait pas offrir un choix qui est comme évident, qui est meilleur pour l'environnement, ben ça crée donc ce genre de situation. Puis ou un autre exemple, comment je recycle, mais dans mon building universitaire, la résidence, je vois bien que la majorité des gens sur mon étage sont pas conscientisés. Donc quand je vais porter mon recyclage, je vois bien qu'il y a beaucoup de choses qui n'appartiennent pas à un bac de recyclage qui sont mis là-dedans. Donc, je sais que mes efforts ont été comme réduits en néant. Et puis, on sait que le Canada recycle à peu près 9% de ce qu'on met vraiment dans nos bacs de recyclage. Fait qu'après ça, on se dit, OK, même si on fait tout ce qu'on peut, il reste une énorme marge de manœuvre qui, à part collectif, qui est vraiment où on n'est pas proactif sur ces sujets-là. Donc, je pense que c'est une grosse source pour plusieurs individus. Madame Popescu, est-ce que c'est reconnu par le monde de la santé et de la psychologie? Est-ce que c'est une forme définie d'anxiété, l'éco-anxiété? En fait, elle n'a pas été reconnue dans la dernière version du DSM, le DSM-5 qui est sorti récemment. Mais oui, il y a plusieurs psychologues, puis l'association aussi de psychologie américaine, l'APA, qui en parle, en fait, sans nommer directement le terme éco-anxiété. Mais ils disent qu'effectivement, il y a un trouble qui affecte les personnes, puis que les psychologues doivent se pencher de plus en plus là-dessus, mais jamais ils n'accusent justement plus amplement la politique, les gouvernements de leur inaction. Donc, c'est plus au niveau individuel seulement que l'emphase est mise. Oui, l'éco-anxiété, il ne faut pas confondre ça avec la solastalgie. Ça, c'est le concept développé en 2007 par le philosophe australien de l'environnement, Glenn Abridge. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, certainement. En fait, la solastalgie, c'est en fait lorsqu'il y a justement une transformation, un cataclysme environnemental qui arrive, comme là, par exemple, les feux de forêt qui déciment actuellement l'Australie. Donc, en fait, depuis septembre, là, il y a à peu près la moitié de la taille de la Suisse qui est partie en fumée. Donc là, les personnes qui vivent
en tout cas dans cette région-là, c'est clair qu'ils vivent de la solastalgie parce que leur environnement est détruit celui-là même auquel ils s'identifient. La catastrophe est arrivée. Exactement, la catastrophe est arrivée. Tandis qu'avec l'éco-anxiété, ça c'est plus comme nous par exemple. Ben, dans le fond, on vit dans l'attente des changements à venir. On sait que les changements climatiques vont arriver puis qu'ils vont avoir des catastrophes environnementales qu'humaines assez catastrophiques. Puis, ben, on continue notre quotidien dans cette attente-là, puis c'est assez insoutenable sur le côté psychologique, d'où pourquoi tant d'anxiété, tant de souffrance aussi qui en émanent. Mm-hmm. Madame Popescu, est-ce que vous souffrez aussi d'éco-anxiété? Oui. Est-ce que c'est pour ça que vous avez commencé une étude? Parlez-moi un petit peu de l'étude que vous démarrez sur le sujet. Oui, bien en fait, il y a 3 ans, j'ai débuté mon doctorat en psychologie en voulant travailler sur ce sujet parce que justement, moi-même, c'est quelque chose qui m'affectait. Puis j'ai découvert le concept d'identité environnementale qui a été mis de l'avant par Susan Clayton, une psychologue aux États-Unis. Puis, dans le fond, cette identité-là serait une forme de notre soi qui serait amalgamée ou bien interdépendant de l'environnement qu'on habite. Donc, plus on se sent, appartenir à l'environnement, la nature ou même une ville où on habite, mais plus on va être affecté par sa disparition ou par ces changements. Et ils ont trouvé que les personnes, en fait, qui scoraient plus haut à l'identité environnementale, à l'échelle d'identité environnementale, sont également des personnes qui sont plus enclines à s'intéresser aux enjeux mondiaux, plus abstraits, comme par exemple la pauvreté dans le monde ou bien... Oui, plus empathiques, finalement. Oui, les inégalités sociales, exactement. Donc, entre autres, puis moi, ça, c'est le concept au cœur de ma recherche où je veux démontrer que, dans le fond, l'identité environnementale joue un grand rôle dans l'apparition de l'éco-anxiété. Oui, pour mieux comprendre un petit peu ce que c'est. Comment on peut savoir si on souffre d'éco-anxiété et que c'est pas simplement une anxiété ou une dépression? Une bonne question parce qu'il n'y a pas d'échelle encore qui existe pour mesurer cela. Mais en fait, les manifestations les plus communes, c'est ce que Béatrice avait également nommé plus tôt, mais c'est de l'anxiété généralisée qui peut apparaître. C'est aussi insomnie, difficulté à s'endormir, des crises de panique qui peuvent également survenir. Perte de motivation aussi pour les activités quotidiennes, parce qu'on se dit, bon, ben, à quoi bon continuer à étudier, justement, à quoi bon continuer à travailler si dans 20 ans, 30 ans, ben, il n'y a plus rien qui va être tel qu'il est aujourd'hui. Sentiment de culpabilité aussi, de désespoir, culpabilité dans le sens que nous, on vit relativement très bien ici, à Montréal, au Québec, comparativement à d'autres personnes dans d'autres régions du monde qui vont être englouties par les océans. Ou, bref, c'est... manifestations, mais ça peut prendre toutes sortes de manifestations, mais elles ont été rapportées sans être nécessairement catégorisées pour l'éco-anxiété. Oui. Madame Allard, vous, ça se manifeste comment dans votre vie de tous les jours? Vous nous avez parlé un petit peu donc de l'épicerie, mais quand vous vous levez le matin, comment vous vous sentez? Je pense que plusieurs personnes, la première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est que je vais ouvrir mon téléphone puis je vais regarder les grands titres. Mm-hmm. Et donc, souvent, ces titres-là vont être dévastateurs là, pour quelqu'un qui est éco-anxieux parce que c'est rare qu'on ait des très bonnes nouvelles dans la lutte au changement climatique. On a eu aussi des nouvelles du gouvernement provincial que les mesures de protection contre les caribous étaient enlevées. À chaque fois qu'on voit des nouvelles comme ça, ben ça part très mal la journée. Donc oui, quand je me lève le matin puis que je vois ces nouvelles-là, ben ça me rend vraiment anxieuse puis pas bien. Puis on essaie de continuer notre vie de tous les jours, mais à quelque part, il y a une espèce d'absurdité puis presque de sentiment d'imposteur qui se développe dans nos activités quotidiennes qu'on se dit, ouais, mais on fait rien, là. C'est grave, qu'est-ce qui se passe, puis on fait rien. Puis là, j'ai appris ces nouvelles-là ce matin, puis mon Dieu, où est-ce qu'on s'en va? Fait que, ouais, c'est comme ça que ça part les journées souvent. Oui, ça touche beaucoup les jeunes. Pourquoi, Madame Popescu? Ben, c'est principalement leur avenir qui est en jeu. Mm-hmm. Plutôt que celui des personnes plus âgées, quoique les personnes plus âgées peuvent aussi s'inquiéter pour l'avenir de leurs enfants et petits-enfants. Oui. Est-ce que c'est plus courant aussi chez les écologistes ou ceux qui étudient en environnement ou ceux qui travaillent en environnement? Absolument. J'en ai rencontré quelques-uns et une. Puis, tous m'ont dit avant même que le terme éco-anxiété ne soit popularisé qu'ils ressentaient déjà un grand sentiment d'angoisse, d'anxiété par rapport à ce qui allait arriver pour aussi en pensant à l'avenir de leurs enfants, puis parce qu'ils étaient au courant avant même que maintenant toutes les nouvelles relaient plein d'événements négatifs liés à l'environnement.
Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Allard, vous qui êtes à Environnement Jeunesse, est-ce qu'autour de vous, il y a beaucoup d'éco-anxieux? C'est sûr que j'ai des groupes d'amis variés, puis je dirais que dans les groupes d'amis avec qui j'ai fait plus de militantisme environnemental, c'est pratiquement unanime là, que les gens souffrent un spectre quand même large. Là. Il y en a des plus anxieux et des moins anxieux. Mais les gens y pensent beaucoup. Après ça, dans mon programme, mettons, universitaire, je vois pas beaucoup de gens qui me parlent de ce genre d'inquiétude-là. Donc, je pense que ça dépend vraiment du degré de connaissance aussi par rapport à l'enjeu. Puis, Mme Popescu le disait, dans les cercles scientifiques, donc c'est encore plus exacerbé. Mais c'est parce qu'on parle beaucoup de changement climatique. Là, ces temps-ci, c'est sur toutes les lèvres, c'est comme le sujet, le hot topic presque. Mais la compréhension vraiment scientifique du mécanisme derrière ça est encore très floue pour monsieur et madame tout le monde. Les gens savent, OK, il y a un réchauffement climatique, à peu près 2 degrés, ça va faire fondre les glaciers, OK? Mais je pense qu'il y a quand même encore un manque d'éducation environnementale par rapport à tous les mécanismes qui sont enclenchés puis toutes les conséquences que cela aura. Puis quand on le réalise, là, c'est vraiment difficile de pas être éco-anxieux. Quand on prend conscience de la gravité de ce qui s'en vient, puis de à quel point c'est quelque chose qui va toucher tout le monde et pas seulement parce que des fois, on a l'impression que nous, vu qu'on est au nord, ça ne nous touchera pas, alors que c'est faux. Quand on prend conscience vraiment que les gens sont éduqués sur la gravité de ce qui s'en vient, puis là, je trouve que la majorité des personnes le deviennent. Pour rebondir sur ce que Béatrice disait, en fait, je voulais juste renchérir aussi avec le concept de distance psychologique, parce que bien souvent, en fait, justement, on est conscient ou on entend dans les nouvelles que, il y a les changements climatiques qui arrivent, mais entre notre quotidien, le présent à vivre aujourd'hui et le futur, les impacts des changements climatiques, il y a tout un monde. Donc, c'est abstrait, c'est distant, puis pour beaucoup de personnes, ça demeure donc de l'ordre de l'abstraction ou quelque chose que c'est difficile de s'imaginer, même si c'est à nos portes. Là. C'est demain, là, dans le fond, que ça va arriver, mais en tout cas, il faut faire plus de sensibilisation encore à ce niveau-là. Madame Popescu, il y a des choses qui exacerbent l'éco-anxiété. Je pense aux médias, aux mauvaises nouvelles sur l'environnement qui nous donnent souvent chaque nouvel article sur l'augmentation de la température, la montée des eaux, la fonte glaciaire ou un nouveau rapport des Nations Unies. Quels sont les facteurs de risque? Est-ce qu'il y a des choses qui nous rendent beaucoup plus anxieux que d'autres? On parlait des nouvelles. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que le fait d'avoir de meilleures connaissances, ça nous aide ou ça nous aide pas sur ce qui se passe en environnement? Je dirais que ça nous aide parce qu'on est conscient de qu'est-ce qui va arriver. Donc, ça nous permet de mieux nous préparer pour l'après ou peut-être de commencer déjà à être plus résilient. Mais c'est sûr que ça nous nuit aussi parce que dans le fond, on est conscient de qu'est-ce qui va arriver. Donc, ce sens un facteur de risque, oui, pour la santé mentale. Oui, Madame Allard, être au courant de tout ce qui se passe et être capable de peut-être décrypter les rapports scientifiques, est-ce que ça vous aide ou est-ce que ça vous aide pas? Moi, je dirais que ça m'aide parce que peut-être que j'ai une approche positive de l'éco-anxiété, mais je pense que quand on a souvent l'idée qu'il y a comme une espèce de mythe préconçu que être éco-anxieux, donc c'est contre-productif et ça va nous empêcher de faire nos activités quotidiennes, puis que ça va juste être de rajouter de la difficulté à tout. Mais alors que moi, je pense que l'éco-anxiété, c'est vraiment un moteur d'action, à quelque part. Parce que, donc, comme on l'a dit, là, l'éco-anxiété, à quelque part, c'est une position qui est très rationnelle. Si on se fait dire par les plus grands climatologues puis les plus grands scientifiques qu'il y a une date péremptoire, là, on a une échéance pour faire une transformation radicale de la société. Puis en même temps on voit qu'il y a une action politique, c'est rationnel à quelque part de créer d'être anxieux par rapport à cette situation-là. Puis je pense que Mme Popescu serait mieux placée pour moi pour dire ça, mais il y a des psychologues qui se sont intéressés à savoir pourquoi on faisait rien face au changement climatique. Face à l'urgence de la situation, pourquoi il y a une inaction. Puis c'est, comme elle le disait, donc la distance, puis aussi le stress n'est pas immédiat. Donc on sait qu'il va avoir quelque chose, mais ça arrive pas tout de suite. C'est encore flou. On ne sait pas exactement comment ça va se manifester. Puis quand on regarde l'histoire de l'humanité, le stress, c'est vraiment ce qui nous fait réagir en tant qu'être humain. Donc, depuis les hommes préhistoriques, de devoir fuir un mammouth, l'instinct de survie, c'est ce qui nous fait performer. C'est ce qui nous fait performer à l'école, dans le sport, sur le marché du travail. Fait quand on est éco-anxieux,
on est beaucoup plus proactif dans la lutte environnementale. Fait que des fois, on essaie de victimiser, puis on a l'impression que les éco-anxieux, c'est des personnes très passives dans cette lutte-là, puis on essaie de victimiser un peu cette jeunesse-là qui est anxieuse par rapport à son avenir, mais c'est ces personnes-là qui font le plus aujourd'hui. Puis c'est peut-être ce qui va nous sauver, à quelque part, de vraiment réaliser l'ampleur de la situation, puis d'en avoir peur, et donc de réagir parce qu'on se bat pour notre survie. Fait que moi, au contraire, je pense que ça peut être très positif quand on le transforme en moteur d'action, puis de changement social. Oui, Madame Popescu, est-ce que c'est contre-productif d'être éco-anxieux ou ça peut être un moteur d'action? Ben, en fait, ça peut être très contre-productif, justement, quand ça nous empêche de pouvoir fonctionner et d'agir dans notre quotidien, de réaliser nos comportements, donc nos habitudes au quotidien. Mais d'un autre côté, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est sûr que de s'engager, de passer à l'action, mais c'est ce qui aide justement à passer au travers de l'éco-anxiété puis de ce sentiment d'impuissance que ça nous amène, en fait, là, de savoir que les changements climatiques vont transformer la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui et devenir ensuite tant nous que même le mouvement en soi, dans son transformateur pour la société. Donc, Béatrice aussi, j'approuve totalement ce... Oui, comment réagir donc à cette impuissance qui peut nous angoisser, nous paralyser? Est-ce qu'il y a des actions à... Il ne faut peut-être pas rester isolé? Non, effectivement, il faut éviter le repli sur soi. Puis, dans le fond, si on est tout seul à vivre de l'éco-anxiété, on n'a pas vraiment d'amis ou un réseau, ou notre famille non plus n'est pas... à l'écoute? N'est pas à l'écoute ou ne vit pas les choses telles quelles. Mais c'est important de s'entourer de personnes qui vont nous comprendre et avec qui on peut partager, dans le fond, nos inquiétudes, nos souffrances. C'est sûr que là, le but, c'est pas non plus de trouver d'autres personnes juste pour se morfondre ensemble et pour faire de la rumination, mais plutôt pour passer à l'action et pour avoir des comportements proactifs. Puis aussi, ce qui peut aider, c'est de trouver du soutien auprès d'autres personnes, que ce soit un enseignant ou que ce soit même un réseau d'entraide. Par exemple, là, il y a plusieurs réseaux qui se sont créés pour venir en aide à des personnes éco-anxieuses. En fait, c'est des réseaux, des groupes de parole. Oui. Pour des personnes éco-anxieuses. Oui. Donc, ça vient aider, ça fait office de support. Oui. Est-ce qu'il existe des thérapies? Est-ce que vous conseillez d'aller justement consulter? Quand est-ce qu'on peut se dire, bon là, j'ai besoin vraiment de l'aide d'une aide extérieure parce que tout seul, je m'en sors pas. Madame Allard, est-ce que vous êtes, vous avez eu envie d'aller consulter ou... Non, pas nécessairement par rapport à l'éco-anxiété, parce que, comme Mme Popescu le disait, c'est pas encore nommé par les professionnels en psychologie, donc il y a peu de psychologues qui seraient vraiment donc formés par rapport à ce type-là d'anxiété. Pour moi, mon remède, c'est vraiment l'engagement citoyen, l'implication, être avec d'autres jeunes, à travailler sur un avenir qui est pour moi plus cohérent avec mes valeurs que celui qui m'est proposé en ce moment. Puis, donc, comme on le dit, ça brise l'isolement, ça nous donne un sens à nos activités, à ce qu'on fait tous les jours. Ça donne de l'espoir. Puis, donc, ouais, moi, mon remède, ça a vraiment été l'engagement. Oui, une étude publiée par l'Université britannique d'Essex intitulée « Écothérapie, l'agenda vert pour la santé mentale » affirme qu'une promenade dans la nature peut avoir de nombreuses vertus pour les personnes dépressives. Est-ce que ça peut fonctionner avec les éco-anxieux? Peut-être, oui, moi, Madame je dirais que oui. Là, cet été, je suis partie en canot camping pendant 10 jours, puis j'ai fait un 24 heures solo dans le bois, puis ça m'a vraiment, vraiment aidée. Fait que je dirais que oui. Oui, Madame Popescu? Moi aussi, j'abonde en son sens, absolument. Donc, tant les balades en forêt, dans la nature, qu'aussi, il y a d'autres choses qui peuvent faire du bien, comme par exemple une activité sportive. Jouer au soccer, c'est ce que pour la personne, ça lui apporte du bien, ou même le yoga, ou sinon, il y a également la présence attentive. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça dans le cadre de mes études. Puis même, il y a une clinique à Montréal, Mindspace, qui est spécialisée sur la présence attentive et qui, là, est en train de créer un atelier spécial pour les éco-anxieux. Donc, c'est quoi la présence attentive? Donc, la présence attentive, ça vient des... Est-ce que c'est les ateliers de pleine conscience? Oui, c'est pleine conscience ou présence attentive, ce sont des synonymes. Oui. Donc, c'est un processus mental où est-ce que, dans le fond, on s'ancre dans le présent, puis on est vraiment conscient des expériences tant internes qui se passent dans notre corps que aussi externes, donc à l'extérieur de nous. Puis, où est-ce qu'on essaie de ne pas porter de jugement ni sur soi, ni sur les autres, et aussi de
porter une attention particulière à sa respiration et à sa posture. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'on puisse aller, en tout cas, dans un état de présence attentive. Et ça peut réellement, en tout cas pour beaucoup de personnes, il y a plusieurs études qui l'ont démontré, donc arriver à calmer des états anxieux ou même de dépression. C'est sûr que ce n'est pas la recette miracle et c'est pas ça qui va nous sauver des changements climatiques, mais ça peut être un outil de plus pour nous permettre de diminuer notre anxiété ou notre angoisse lorsqu'on est épris d'émotions négatives. Oui. Quand on est éco-anxieux ou avant d'être éco-anxieux plutôt, peut-on s'en prémunir? Est-ce qu'il y a des recettes pour justement freiner l'éco-anxiété dans nos vies? Écoutez moins les médias, écoutez moins. Je ne crois pas qu'il y ait de recettes pour être moins éco-anxieux parce que, je veux dire, avec tout ce qui arrive, c'est juste normal de l'être par rapport justement aux nouvelles négatives de l'environnement, mais c'est bien d'être informé, c'est important. Si on ne l'était pas, on ne serait pas de bons citoyens peut-être. Là, oui, Madame Allard, est-ce que vous regrettez de l'être éco-anxieuse ou pas du tout? Non, pas du tout. Puis je pense que ça revient un peu à l'espèce de dilemme philosophique, je pense, qui avait été développé par Milton, de dire est-ce qu'on préférait être ignorant et être heureux que d'être au courant, puis donc de vivre un certain malheur, là. Puis moi, à ça, c'est sûr que je vais toujours répondre non. Je préfère savoir ce qui se passe. J'ai pas envie de vivre dans une petite bulle. Puis je pense que la lutte au changement climatique aussi est extrêmement intersectionnelle, là. Il y a beaucoup d'enjeux sociaux qui se traduisent là-dedans. Parce qu'on sait que les changements climatiques donc atteignent plus les femmes, atteignent plus les pays défavorisés. Certaines ethnies qui sont particulièrement visées. Puis nous, en Amérique du Nord, avec le privilège qu'on a de se dire, OK, moi, je choisis de fermer les yeux sur cette lutte-là, sur ces enjeux-là. Non, je pense que je vivrais pas ma vie avec cohérence. Puis je pense que finalement, ça m'apporterait autant d'inconfort, mais d'une autre façon. Merci beaucoup. On était donc en compagnie de Béatrice Allard, étudiante en droit civil à l'Université d'Ottawa et jeune leader d'environnement jeunesse. Vous venez de l'entendre. Merci. Et de Christina Popescu, doctorante en psychologie sociale et assistante de recherche à l'UQAM et diplômée de sciences politiques. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et toujours, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue